Vous êtes sur Wab Info Télévision. Merci mesdames et messieurs de ces choix encore renouvelés. Justement, cette fidélité que vous ne cessez aussi de manifester sur Wab Info Télévision, cette chaîne qui vous édifie, cette chaîne qui reste au cœur de l'actualité en temps réel. Et voilà, mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous revenons sur cette tension entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Une tension qui ne se limite pas aux frontières de ces deux pays, mais va au-delà dans les différentes discussions au niveau international. Lorsqu'on aborde des questions liées à ces conflits, mesdames et messieurs, toutes les parties, que ce soit la République démocratique du Congo ou comme le Rwanda, se défendent. Et voilà donc aujourd'hui, on va faire un point sur cette 60e session du Conseil de l'ONU des droits de l'homme, voilà, qui s'est tenue à Genève. La République démocratique du Congo, représentée par une forte délégation, a tenu aussi à faire un point sur les différentes accusations, a tenu à faire un point sur les différentes précisions aussi à apporter lorsqu'il y a des accusations, lorsqu'il y a aussi des zones d'ombre. Et on va donc en parler tout au long de cette émission, sans oublier l'intervention du haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Volker Turk, qui a départagé les deux parties, la République démocratique du Congo et le Rwanda, parce que c'était un grand combat, mesdames et messieurs. Donc le combat, c'est pas seulement à Bunagana, le combat n'est pas seulement, c'est pas seulement à Masisi, Rutshuru, Walungu, je ne sais pas, Kabare ou Kalehe. Le combat, c'est aussi dans des discussions au niveau international, dans des grandes rencontres. La République démocratique du Congo s'affronte toujours au Rwanda. Chaque partie se défend et c'est un vrai combat. Un combat en tout cas des titans entre les deux pays. Alors hier mardi, la situation sécuritaire justement dans l'est de la République démocratique du Congo, vous le savez comme il faut le dire, et c'est le haut commissaire des Nations Unies qui l'a dit aussi, cette situation sécuritaire et humanitaire en République démocratique du Congo continue de se détériorer en dépit des initiatives diplomatiques au niveau international. Alors, examina hier mardi 9 septembre à Genève en Suisse les rapports de la mission d'établissement des faits sur les crimes commis dans les provinces du Nord et Sud Kivu. Le haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Volker Turk, appelle au cessez-le-feu pour mettre fin aux violations continues des droits de l'homme. Toutes les parties au conflit dans les provinces congolaises, donc Nord et Sud Kivu, ont commis des graves violations des droits internationaux humanitaires qui pourraient constituer des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. C'est ce qu'a révélé les rapports produits par la mission d'établissement des faits du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme sur la situation au nord et au sud Kivu, conformément bien sûr au mandat du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Alors, on va directement vous proposer, mesdames et messieurs, cet extrait dans lequel les hauts commissaires, voilà, haut commissaire des droits de l'homme des Nations Unies, Volker Turk, qui a fait les points justement sur l'état des lieux, qui a fait donc l'état des lieux. Il a fait les points sur la situation humanitaire et sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. Et il a renvoyé toutes les parties dos à dos. Ça veut dire, il a accusé l'AFCM 23 des différentes violations et le gouvernement congolais. Parce que vous le savez, on dit aussi que le gouvernement congolais est en train de collaborer avec le FDLR. Donc ça a été dit au niveau du Conseil des Nations Unies aux droits de l'homme. Alors, nous vous proposons, mesdames et messieurs, de les suivre dans cet extrait et puis on va revenir pour les décryptages. On va revenir aussi pour vous donner la réaction de la délégation congolaise, mais aussi, c'est très important, l'actualité l'oblige. Je devrais même en parler, ou disons l'annoncer en introduisant cette émission. On va faire un point sur ce qui s'est passé hier à Kinshasa au stade des Martyrs. Je glisse tout simplement. On va faire un point sur ça. Les actes de vandalisme, après le match, on va faire un petit point. Parce que les images sont là, les images circulent sur les réseaux sociaux. Et c'est une honte pour la République démocratique du Congo. On va en parler. Suivons d'abord Volker Turk dans cet extrait choisi pour vous. Excellence. Le M23
soutenu par les RDF, a commis des atteintes et des violations généralisées et systématiques dans le nord et le sud Kivu, visant à intimider et à contraindre la population civile pour renforcer ses rangs et imposer l'ordre et la sécurité. Le M23 a exécuté sommairement des civils, surtout des hommes, soupçonnés de collaborer avec les forces gouvernementales. Il a tué des civils, y compris des enfants, sans raison apparente. En juillet, des membres du M23 ainsi que des soldats présumés des RDF et des civils armés de machettes ont massacré des centaines de personnes, principalement des membres de la communauté Hutu, dans 4 villages au Rutshuru. C'est l'un des incidents les plus meurtriers enregistrés depuis la résurgence du M23 en 2022. Au cours d'opérations de ratissage quasi quotidiennes, le M23 a systématiquement enlevé et détenu des milliers de personnes. Ces opérations visaient des membres présumés des forces armées de la RDC et les groupes affiliés, mais aussi leurs familles ou toute personne soupçonnée d'être liée à eux, ainsi que des membres de la société civile. Mon équipe a aussi confirmé que le M23 a commis des actes de torture et de mauvais traitements, y compris des violences sexuelles contre les détenus. Certaines personnes ont été battues à mort ou sont mortes de blessures, d'asphyxie ou de faim et de déshydratation. D'après le témoignage, certains gardes étaient rwandais. Des milliers de civils, dont des enfants, ont ensuite été envoyés dans des camps dits d'entraînement où ils ont été soumis au travail forcé, à la servitude militaire et à d'autres formes de torture et de mauvais traitements. Le sort de centaines d'hommes, de femmes et d'enfants enlevés reste inconnu. Dans le même registre, Volker Tirko, que vous venez de suivre, mesdames et messieurs, a aussi invité les États membres, justement, à agir pour mettre fin à ce cycle de violence. Il a aussi sollicité l'accompagnement de la mission à poursuivre son travail jusqu'à l'établissement des responsabilités. Parce que quand il y a les responsabilités, il ne faut pas juste se limiter au fait de produire un rapport, mais il faudra à ce que chaque partie puisse subir les actes qu'elle a aussi, disons les actes dont plutôt elle est responsable. C'est dans ce sens justement que les hauts commissaires des Nations Unies aux droits de l'homme a appelé la mission qui a travaillé, qui a enquêté sur tout ceci, à bien faire pour aussi passer à, disons, pour à l'établissement des faits. Alors, en réponse à l'aggravation de la crise des droits de l'homme, mais également la crise humanitaire, comme nous sommes toujours en train de le dire, mesdames et messieurs, causée surtout par la récente escalade des hostilités dans les provinces du Nord et du Sud Kivu. Quand je parle de l'escalade, je vois les attaques de part et d'autre. Des fois, c'est la FCM23 qui attaque, des fois, ce sont les Wazalendo. Même les FARDC qui interviennent aussi. Et toutes ces escalades font à ce que, mesdames et messieurs, la situation puisse se dégénérer. Tous les jours, il y a toujours, donc il y a des aggravations et c'est comme ça que les choses sont en train de se passer. Et dans ces registres, le Conseil des droits de l'homme a adopté, lors d'une session extraordinaire tenue le 7 février dernier, donc en cette année 2025, la résolution A-RES-S-36-1 demanda au haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme d'établir d'urgence une mission d'établissement des faits sur les graves violations et abus des droits de l'homme, ainsi que sur les graves violations du droit international humanitaire commises dans ces provinces, le Nord et le Sud Kivu. Alors, cette mission est notamment chargée d'enquêter et d'établir les faits, les circonstances, mais aussi les causes profondes de toutes les allégations de violations des droits de l'homme, d'atteinte au droit international humanitaire et d'éventuels crimes internationaux. Alors, elle doit, il faut le dire, elle doit également identifier, dans la mesure du possible, les personnes et les différentes entités
responsable des violations des droits de l'homme, d'atteinte au droit international humanitaire, mais également, ça aussi il faut le préciser mesdames et messieurs, les éventuels crimes internationaux, tout ça on le met ensemble et on essaie un peu de trouver des solutions quant à ça. Alors, donc pour Volker Türk, il n'y a plus aucun doute que ce soit la FCM 23, le gouvernement de la République démocratique du Congo via les FARDC, sont donc les actes commis par les deux parties sont en train d'être condamnés au niveau du donc pas les bureaux conjoints, mais plutôt au niveau du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Alors, je l'ai dit, en réponse à toutes ces accusations, toutes donc les différents commentaires, les critiques qui fusent aussi de partout sur les rapports d'établissement des faits en République démocratique du Congo, parce qu'il y avait un dialogue, mesdames et messieurs, interactif en marge de ces 60e sessions du Conseil des droits de l'homme de l'ONU à Genève. Alors, tour à tour, comme j'ai parlé de la délégation de la République démocratique du Congo, Guillaume Ngefa, l'actuel ministre d'État et ministre de la Justice, Samuel Mbemba et Patrick Mouya. Samuel Mbemba intervenait avec quel statut? Parce que il fut vice-ministre de la Justice sous Constant Moutamba. Et c'est lui qui faisait, ou disons, il était chargé bien sûr des différents contentieux avec non seulement les Rwandais, mais avec d'autres pays. Donc il y avait des procès qui étaient là, qui étaient organisés, qui étaient en cours, et c'est lui qui s'occupait de tout ça au niveau international. Voilà pourquoi il fait partie de ces délégations de la République démocratique du Congo. Il y avait aussi les ministres de la communication et médias, Patrick Mouyaya, qui ont pris la parole. Donc ce sont les ministres du gouvernement de la République démocratique du Congo. Ils ont réagi, je rappelle, aux questions, aux commentaires et aux critiques sur les rapports d'établissement des faits en République démocratique du Congo lors de cette 60e session du Conseil des droits de l'homme de l'ONU à Genève. Alors nous allons vous proposer, mesdames et messieurs, de les suivre tour à tour dans cet extrait, chacun dans son intervention, défendant bien sûr la République démocratique du Congo. Alors, il y a même des choses qui ont été dites jusqu'au point où l'AFCM 23 a aussi réagi dans la foulée. Et c'était par l'entremise de son, comment il s'appelle, de son coordonnateur adjoint, Bertrand Bissimo. Alors, suivez donc tour à tour les ministres Guillaume Ngefa, Samuel Mbemba et Patrick Mouyaya dans cet extrait. C'est le ministre d'État, ministre de la Justice, qui parle au nom du gouvernement. Excellence, nous remercions les États membres pour leur intervention et partageons leur souci de voir mis en œuvre les recommandations de ces rapports. Face à la crise actuelle de liquidité qui affecte notre organisation, nous appelons les conseils à rationaliser les mandats relatifs à la RDC et affecter les ressources suffisantes à la commission d'enquête qui sera établie. Une option réaliste serait d'ouvrir au sein de la MONUSCO un basket fund permettant de recueillir des contributions volontaires comme ce fut le cas au Mali. Le gouvernement réitère son engagement à faciliter le travail de cette commission et poursuit les réformes en matière de justice, y compris de justice traditionnelle, pour mettre fin à l'impunité et garantir réparation aux victimes. Enfin, la RDC continuera son plaidoyer pour la reconnaissance internationale des génocides, ces génocides perpétrés sur son sol. Maintenant, je passe la parole au ministre des Droits humains. Monsieur le vice-président, à mon tour, je remercie les États membres pour leurs interventions et je partage le souci commun de la mise en œuvre des recommandations de ces rapports. Mon gouvernement confirme son engagement à tout mettre en œuvre pour la promotion et la protection des droits fondamentaux, notamment les droits des défenseurs des droits de l'homme, des journalistes, des femmes, des enfants et des peuples autochtones
sur toute l'étendue du territoire national, y compris l'implémentation de la justice transitionnelle dont le FONAREV est le visage emblématique actuellement. S'agissant de la réaction du Rwanda en ce qui concerne les rapports, je note que son déni de la vérité s'apparente à une insulte à la mémoire des victimes au moment où tous les rapports les désignent comme agresseurs. Je passe la parole au ministre de la Communication. Monsieur le Président, il est clair que les débats ne peuvent plus se faire sur le registre de la présence du Rwanda ou pas dans l'Est de la République démocratique du Congo. Tous les rapports l'attestent et même les discussions en cours à Doha connaissent des difficultés parce que véritablement le Rwanda n'est pas disposé à aller vers la paix et toutes les difficultés et toute la réalité qui est vécue actuellement illustre la volonté du Rwanda à travers sa brigade appelée M23 de créer un État parallèle. Et c'est pour ça que leur gouvernement travaille à prendre une ordonnance notamment pour déclarer des nuls et de nuls effets tous les actes qui sont posés dans ces contextes. Pour le reste, la République démocratique du Congo reste véritablement engagée dans le rôle qui est le sien pour construire au milieu de l'Afrique un pays en paix qui peut commercer et travailler avec les autres pays pour faire avancer. C'est dans cette dynamique que nous allons continuer notre engagement pour la protection des populations civiles, mais aussi pour la promotion de la liberté, parce que comme vous le savez, la République démocratique du Congo dans la région est un exemple en la matière. Et aujourd'hui, nous pensons que les questions liées notamment au discours de haine dans un pays où il y a 450 ethnies, c'est des questions véritablement qui ne se posent pas si ce n'était pas la stigmatisation volontaire faite par le Rwanda dans une volonté délibérée de créer la confusion et de trouver des prétextes pour massacrer des communautés sous prétexte d'en protéger une autre. Je vous remercie. Donc, pour le gouvernement de la République démocratique du Congo, que ce soit la question du discours de haine, la question des réfugiés ou la question de la présence des FDLR, c'est comme ça. Rwandais, aucune de ces questions ne peut véritablement trouver la réponse tant que l'armée rwandaise continuera d'appuyer sa brigade avancée en République démocratique du Congo et perpétrer aussi des actes criminels. Donc, le gouvernement de la République démocratique du Congo réagit aux différentes accusations. On dit que les gouvernements congolais collaborent avec l'FDLR, les Wazalendo, la haine contre une certaine communauté. Pour le gouvernement congolais, aucune, je dis bien, aucune de ces questions, voilà, ou de ces accusations, ne peut véritablement trouver la réponse tant que l'armée rwandaise est sur le sol congolais. Et pour la FCM23, ils ont interprété cela en disant ceci. Donc, on peut marginaliser une certaine communauté, on peut collaborer avec des miliciens, on peut collaborer avec les FDLR, pour justifier la présence des Rwandais. Donc, tant que les Rwandais aura ses troupes sur le sol congolais, il parle de la brigade avancée du Rwanda, et là, il parle bien sûr de la FCM23, tant qu'ils seront là, les actes, tous ces actes auxquels le gouvernement congolais subit toujours des accusations, seront toujours commis, selon la FCM23. Parce que ce n'est pas moi qui l'ai dit, je vais vous lire directement c'est qu'a réagi plutôt la réaction du coordonnateur de la FCM23, lui qui a dit ces gens qui toute le cordo adjoint, Bertrand Bissimo, ces gens qui, toute honte bu, assument la persécution et la haine contre une partie de leur propre population, la collusion avec les génocidaires et leur idéologie, ne sont pas dignes d'incarner ou de porter notre destin. Nous sommes résolus à assumer seul notre futur. Ça, c'est Bertrand Bissimo que vous voyez là aux côtés de Corneille Nangaa, les deux responsables de l'AFC M23. Alors, il a directement réagi aux mots ou à la position du gouvernement congolais face à toutes les accusations, comme quoi le gouvernement congolais est en train de soutenir et collabore avec l'FDLR. Le gouvernement congolais marginalise, ou en air de son marginalise une certaine communauté. Et le gouvernement a dit tant que l'armée rwandaise sera là, aucune justification ne sera donnée à toutes ces accusations. Voilà un peu.
Alors, c'est dans ce sens, mesdames et messieurs, que les choses se sont déroulées. Là, je rappelle, c'est à la 60e session du Conseil des Nations Unies aux droits de l'homme. Voilà, c'est cette 60e session. La République démocratique du Congo, représentée par une forte délégation, les ministres de la Justice étaient là, le ministre Patrick Mouya était là, et on a vu aussi les ministres Samuel Mbemba qui étaient là. Guillaume Gefa, Samuel Mbemba et Patrick Mouyaya qui ont représenté la République démocratique du Congo. Je rappelle, là, c'est pas au siège des Nations Unies à New York. Là, nous sommes à Genève où siège le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Voilà. Voilà pourquoi une forte délégation de la République démocratique du Congo a été dépêchée pour toutes ces fins. Alors, pendant ce temps, mesdames et messieurs, les crimes continuent en République démocratique du Congo. Les crimes continuent. Imaginez. Les EDF ont encore une fois massacré des civils. On parle à Lubero tout simplement plus de 100 civils tués. 100 Congolais ont été massacrés. Là, c'est à Lubero. À Beni aussi, une dizaine tués. Des Congolais massacrés. Pendant ce temps, il n'y avait aucune réaction du gouvernement congolais. Bien avant, le gouvernement congolais a réagi aux attaques, ou disons aux frappes de l'armée israélienne au Qatar. Tout d'un coup, il y avait un communiqué du gouvernement congolais condamnant tous ces actes. Alors, c'est juste après beaucoup de critiques que le gouvernement congolais est venu aussi pour condamner les massacres à Lubero. Suite au massacre des civils à Lubero, le gouvernement congolais condamne avec la plus grande fermeté les attaques terroristes perpétrées dans la nuit du lundi 8 septembre 2025 par les ZDF alliés à l'État islamique dans le territoire de Lubero et Beni, province du Nord Kivu. Mais avant cela, il n'y avait aucune réaction. Donc c'est après quand le gouvernement a senti les critiques faisaient venir de partout dans l'opinion et il a maintenant produit un communiqué condamnant les attaques des ZDF. Mais avant cela, le gouvernement congolais nous a fait un communiqué condamnant les frappes de l'armée israélienne au Qatar. Oubliant même ce que les ZDF sont en train de faire. Même au niveau de la chaîne nationale, on n'en parle même pas. J'ai moi-même été surpris de voir toute la journée d'hier, bien sûr, à part les matchs, je crois qu'on va en parler sous peu, à part les matchs des Léopards, il y avait aussi une effervescence sur les déplacements du chef de l'État, cette visite de 48 heures au Kazakhstan, où c'est là où on les a vus beaucoup plus se mobiliser. Mais on n'a même pas fait un point sur la situation, les massacres des Congolais à Lubero, dans le territoire de Lubero, mais également dans le territoire de Beni, par les ZDF. Plus de 100 civils tués d'abord à Lubero et une vingtaine, une dizaine, vingtaine au niveau de Lubero. Massacrés. Et ce sont des civils, s'il vous plaît, qui priaient. Et puis, un groupe des ZDF sont venus pour massacrer les gens. Et l'État islamique, comme je vous l'ai dit très bien, ils sont en train de revendiquer les attaques qui ont été commises plutôt à Beni. Ils ont revendiqué ça. Ça veut dire que nous minimisons beaucoup plus ce qui se passe à Beni. Nous minimisons beaucoup plus ce qui se passe à Lubero. Mais c'est très sérieux et c'est très dangereux. Je l'ai toujours dit, ça fait maintenant 11 ans que les gens sont massacrés à Beni. 11 ans déjà, ça avait commencé en 2014. Aujourd'hui, nous sommes en 2025. 11 ans, les Congolais sont en train d'être tués là-bas. Et les massacres sont en train de s'étendre aussi. Parce qu'on parle aujourd'hui de Lubero. Si vous montez même dans les territoires, au niveau de Mambasa, au niveau, donc, dans la province de l'Ituri, on tue les gens là-bas. On tue aussi les gens, les mêmes EDF. Et moi, je me dis, est-ce qu'on peut toujours parler des opérations conjointes, comment on appelle ça, ou Souja, entre les UPDF et les forces armées de la République démocratique du Congo? Est-ce qu'on peut se poser des vraies questions? On peut faire une évaluation aussi sérieuse de ces opérations. Quel est le résultat? Est-ce qu'on doit toujours continuer pendant que les massacres continuent? Est-ce que les tactiques mises en place sont-elles adaptées au combat aussi, ou disons au mode opératoire de ces terroristes? Je l'ai toujours dit, loin de moi l'intention d'encourager tout ce qui se passe avec la FCM23. Mais si c'était la FCM23 qui massacrait les gens ici, vous allez même voir des antennes spéciales au niveau de la RTNC pour en parler. Mais pourquoi on ne parle plus des histoires qui se là à Beni?
Et pendant ce temps, l'état de siège est toujours en vigueur dans cette partie du territoire national. Alors, pour terminer, mesdames et messieurs, on va maintenant parler un tout petit peu parce que je sais ça nous a tous donné un goût amer. C'est qu'on a vu hier, le match des Léopards, cette défaite aussi qui nous a tous fait mal, hein, des Léopards, pendant qu'on menait des buts à brosse, lors de la première période. Tout juste avant la mi-temps, on a vu les Sénégalais réduire le score. Et après, les Léopards n'ont pas si contrôler les matchs, même faire un jet. Donc, imposer à l'adversaire le jet, on n'a pas été en mesure de le faire. Je ne sais pas si c'était ça la consigne donnée par les sélectionneurs Sébastien Desabre. Après les 2-0, donc on observe seulement les Sénégalais aussi en train de jouer, faire tout ce qu'ils veulent, et puis procéder à des contre-attaques. On n'a pas vu, on n'a pas senti encore l'équipe des Léopards. Surtout lors de la deuxième période. Et ça nous a tous fait mal. Je rappelle la dernière participation, la seule participation de la République démocratique du Congo à une phase finale de la Coupe du Monde remonte à 1974. 1974. C'était en Allemagne, je crois. En 74. Depuis, la RDC n'a pas vu une phase finale de la Coupe du Monde. Alors, on était très proche d'ailleurs, parce qu'il nous restait tout simplement 3 matchs, plus les matchs d'hier contre le Sénégal. Et la RDC a abordé cette rencontre, a commencé cette rencontre en étant première de son groupe. Un point de plus par rapport au Sénégal. Mais vous-même, vous avez vu, 2-0 et puis les choses ont basculé. Ce que nous condamnons, ce sont les actes de vandalisme. Pendant le match, on a vu déjà les projectiles être jetés, les chaises du stade qu'on a commencé maintenant à jeter sur, même sur l'air des jets. C'est quelque chose qu'il faut quand même condamner. Ce stade des martyrs que vous voyez est toujours en chantier. Il y a des millions de dollars qu'on débourse toujours pour répondre aux normes exigées par la FIFA. Et ce stade, je vous l'ai dit, reçoit toujours des dérogations. Mais avec ça, on reçoit encore des sibires, des amendes. Regardez. Des chaises qu'on prend et on jette ça. Et les gens ne sont pas inquiétés. Quand ils voient les services de l'ordre, ils fuient pour revenir encore. Mais ça, c'est une honte pour notre pays. Quand est-ce qu'on va aussi appliquer les fair play? Et avec ça, vous voulez, quelle est l'image que nous sommes en train de donner au monde entier? Mais les Sénégalais ont mérité leur victoire, qu'on se les dise. Vous allez condamner l'arbitrage, non? Alors, contre qui ces gens ont protesté? Contre les Léopards, contre les sélectionneurs, je ne sais pas contre qui. La même énergie, on devrait l'utiliser pour pousser les Léopards à faire mieux. Chanter du début jusqu'à la fin. Mais regardez, au lieu d'accompagner l'équipe, ils commencent maintenant à nous montrer où ils ont passé aux actes de vandalisme. C'est pas sérieux quand même. Au 21e siècle, au moment où le football est en train d'évoluer, les publics qui jouent le rôle du 12e homme. Mais voilà le 12e homme de la République démocratique du Congo. Oui, la défaite existe. On a abordé cette rencontre tout en sachant qu'on peut perdre, qu'on peut gagner ou on peut faire match nul. Mais regardez, pourquoi faire ça? Oui, la population était mobilisée, mais quand on se mobilise, il faut savoir, il faut s'attendre aux 3 résultats. C'est ça le match de football. Ça, c'est une honte contre notre pays. Et vous allez voir, les mêmes dirigeants qui nous gouvernent aujourd'hui vont en profiter de ces désordres. Oui, j'ai vu le ministre Didier Boudimbo condamné. Il condamne les actes de vandalisme au stade des martyrs. Le ministre Didier Boudimbo qui condamne. Mais les mêmes ministres, vous allez voir des initiatives qui seront mises en place pour moderniser encore ou réparer tout ce qui a été cassé là-bas. Ça sera encore des millions. On ne demande pas moins des millions au Congo. Ils vont encore demander des millions pour juste réparer les choses. Des chaises qu'on a mises en place récemment, et voilà. Des casses partout. Et là, c'est à l'intérieur du stade. À l'extérieur, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Parce qu'il y avait aussi des échauffourées entre les supporters et les services de l'ordre. Donc c'est une honte quand même. C'est une honte. Là, on devrait plutôt applaudir pour fair play. Les Sénégalais ont été meilleurs que nous. Ça, il faut le dire.
du début jusqu'à la fin du match. Parce que même les débits marqués par la RDC, c'était par des contres. On a procédé par des contres. Mais dans les jeux, ils étaient meilleurs que nous. Donc, ils ont mérité cette victoire qui est la République démocratique du Congo. Si la RDC, même un match nul, on allait dire merci Seigneur. Mais on ne méritait pas de gagner ces matchs. Ça, il faut le dire. Les Sénégalais ont été meilleurs que nous. Ils ont été sérieux. Imaginez, encaisser des buts et revenir au score. Profiter des erreurs de l'adversaire pour les maîtriser. Donc, les Congolais ont été maîtrisables que les Sénégalais. Ça, on l'a dit. Et le même courage de le dire. Et hier, je n'ai pas vu le chef de l'État faire des appels aux joueurs dans le vestiaire pour les appeler encore comme il est fait souvent quand l'équipe gagne. Pourquoi? Il fallait aussi appeler hier le ministre des Sports, lui qui appelle le chef de l'État, lorsqu'il est dans le vestiaire avec les joueurs. Si le président n'est pas au pays, il appelle le président pour qu'il dise un mot aux joueurs. Mais hier, on n'a pas vu ces images-là où le ministre Didier Boudimbo appelle le président et le président communique un tout petit peu avec les joueurs. Mais on devrait les voir encourager les joueurs parce que jusque-là, on n'est pas éliminé. Nous restons avec des matchs. Un au Togo et un autre où on va recevoir les Soudanais à Kinshasa. Alors, si on aborde très bien ces deux matchs, tout en espérant un faux pas du Sénégal, on peut reprendre la première place. Ou soit, le Sénégal reste toujours premier et nous, on espère être parmi les 4 meilleurs deuxièmes, où on sera aussi soumis à un barrage, d'abord sur les continents, et après, on ira dans un autre barrage intercontinental, où on va définir où des pays vont aussi se qualifier. C'est ça, on n'a pas été à la hauteur hier, acceptons-les. Et qu'on se prépare quand même davantage pour aborder comme il faut les 2 matchs restants. Donc on doit les gagner et continuer. Mais les actes là qu'on a commis, c'est pas responsable. Et ça montre combien de fois les sportifs, les publics, ces gens qui viennent au stade en RDC, la plupart d'entre eux ne sont pas éduqués. L'éducation sportive manque dans ces pays. Voilà. C'était un coup de gueule qu'on devrait quand même faire, hein, très important. On est à la fin de cette émission, mesdames et messieurs. Wab Info, à votre compagnie. Merci de nous avoir suivis. Merci à Thomas Zawadi qui nous a réalisé. Abonnez-vous, mesdames et messieurs. Hier, vous étiez nombreux en train de nous suivre. Merci. Merci infiniment. Alors, nous vous invitons encore une fois à vous abonner. Cliquez sur la cloche de notification pour recevoir toutes nos productions. Wab Info, c'est aussi une chaîne des événements. Quand il y a un événement qui passe, on est là pour vous faire vivre en direct tous ces événements. Voilà, partout, que ce soit à Goma, Bukavu, Kinshasa, je ne sais pas, partout au monde, on a cette possibilité de faire vivre les grands événements. Et aussi décrypter les informations, faire des actualités, tout ça. Nous vous invitons à visiter aussi notre site web où il y a des informations en temps réel. Voilà. Visitez notre site. N'hésitez pas aussi, donc, à cliquer tout simplement Wab Info, vous allez tout retrouver, toutes nos plateformes. Sur X, allez-y. Il y a des choses qui se passent, des informations en temps réel. Allez partout sur Facebook, on est là. Donc, c'est pas seulement YouTube, nous sommes partout. Et nous vous invitons à intégrer cette grande communauté des Wab Info Télévision. Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Restez toujours connectés sur votre chaîne de prédilection.